à notre écran. Vous avez 16 thèmes différents et à chaque thème est associé ce qu'on appelle une série d'icônes. Alors, en changeant de thème, on change l'icône. Alors, voici, on a le thème actuel. Par exemple, on va en prendre un autre qui est les mystères. Et le thème modifie en fait notre environnement de travail au niveau de... Modifie l'environnement totalement. Il change les couleurs, change les sons qui sont associés à chacun des mouvements de votre souris. C'est ça qui fait que quand tu prends un logiciel puis tu vas le mettre dans la poubelle, ça fait un son en conséquence qui pourrait être un son bien connu d'une toilette ou des choses du genre? Exact. C'est ce genre d'environnement-là que ça fait. En plus de ça, vous avez ce qu'on appelle le System Agent, ou si vous voulez, les agents de système. C'est un logiciel qui permet à l'ordinateur d'effectuer des tâches sans que l'opérateur intervienne. Par exemple, la nuit, vous pouvez compresser votre disque rigide, vous pouvez aussi le défragmenter. Vous avez aussi ce qu'on appelle la compression des données, bien sûr, qui est améliorée. Vous avez un module qui permet de se brancher à Internet. Vous avez la possibilité de relier votre ordinateur à l'ordinateur du bureau. Et vous avez aussi un jeu 3D Pinball. Je veux juste vérifier quelque chose. Oui. Tu as parlé de compression de données. Oui. Est-ce que c'est semblable à ce qui existe présentement par d'autres compagnies ou même sur le domaine public, un genre de logiciel qu'on ne voit pas, mais qui compresse toutes les données qu'on sauvegarde sur notre disque rigide, toutes les données et même programmes? Exact. C'est ce que ça fait, c'est que ça compresse les données. Au lieu d'écrire 24 fois la même information, l'écrivez une fois multiplié par 24, ce qui est plus rapide. Donc, un disque dur, par exemple, de 100 mégabytes, 100 mégaoctets, pourrait donner un espace même jusqu'au double, pourrait avoir 200 mégaoctets d'espace? Oui, exactement. Sauf qu'il y a un danger à ça, Patrick, c'est que si tu crois qu'il te reste 100 mégaoctets et qu'en réalité, il t'en reste 50 physiques, si tu veux enregistrer 75 mégaoctets dessus, tu risques d'avoir des problèmes. Oh. C'est à utiliser C'est à faire attention. Il y a par contre un avantage, c'est que ça te permet d'utiliser ce qu'on appelle des secteurs perdus dans l'ordinateur. Juste pour aller rapidement, par exemple, sur un gros disque rigide, tu peux perdre jusqu'à 30% de ton disque rigide par des secteurs perdus, alors qu'en prenant un algorithme de compression, tu les retrouves tous. Les secteurs, ce sont ces petits espaces d'un certain nombre de caractères qui sont accessibles par les fichiers et sur lesquels sont sauvegardées nos données. Un petit peu comme les sillons sur ton micro-sillon sur tes disques de musique. Je te remercie beaucoup, Claude. Ça nous donne une bonne idée de ce qui est possible de rajouter à Windows 95. Pour notre côté, on va passer tout de suite à notre prochaine capsule. On va aller voir François qui nous a préparé son top 10 avec la démonstration du jeu qui est en première position cette semaine. Alors, on va aller changer les idées un petit peu. Alors, je vous remercie beaucoup. On en est maintenant rendu à notre capsule jeu. Avec François, on va regarder ensemble quelles sont les dernières nouveautés et quels sont en fait les jeux les plus populaires sur le domaine PC. Alors, bienvenue François à l'émission. Bonjour Patrick. Qu'est-ce qu'on a au menu de la capsule cette semaine? On va parler de Command & Conquer, c'est le jeu numéro 1 dans le palmarès. Mais je m'en voudrais de ne pas mentionner d'autres jeux qui sont quand même intéressants dans le palmarès. Surveillez Phantasmagoria qui va être bientôt disponible en version intégrale française. Il y a aussi Need for Speed qui est un jeu d'auto de course qui a beaucoup d'action, qui nécessite quand même un Pentium pour bien fonctionner. Et il y aura aussi en dernier lieu Fade to Black qui est en 7e position, qui est un jeu d'aventure et aussi d'action à la Doom. Qui est très bien fait. Graphique 3 dimensions? Oui, graphique 3D en temps réel. Oh! Donc, c'est quand même bien fait. Une question, NHL 96, c'est NHL Hockey. Ouais. Est-ce que c'est carrément les équipes de cette année qui sont là? Non, c'est tout le temps, NHL, c'est tout le temps l'année d'avant. Donc, actuellement, on a encore les Nordiques qui sont dans NHL 96. Bon, on va peut-être prolonger un peu plus le supplice. Ou en tout cas. OK, alors, au niveau du jeu Command & Conquer, j'aimerais que tu nous fasses une petite démonstration. Présentement, ce qu'on a comme machine, c'est un Pentium. C'est convenable pour ce genre de jeu-là? Oui, mais un 486 DX33 avec 8 MB, c'est suffisant. Command & Conquer, c'est un jeu de stratégie, c'est-à-dire un peu comme Risk qu'on avait dans le temps, des jeux de plateau. On choisit si on va être les bons ou les méchants. On a quand même le choix. Bon, je vais prendre les méchants parce que c'est un changement. Sélectionné. Les jeux de stratégie sont de plus en plus populaires parce que les gens se tannent un peu des jeux d'aventure. Parce que dans un jeu d'aventure, tu as tout le temps une fin, puis une fois que tu as fini, ben, tu peux plus recommencer. Alors, c'est vous le nouveau de la confrérie? Bien. Moi, c'est Seth. Juste Seth. Il y a Dieu, puis Cain et Seth. Je suis son bras droit. Et j'ai une mission pour vous. Lui, c'est Nakumba.
Il cause beaucoup de tort à la confrérie. Il n'est pas d'accord avec nous. Et il est donc dangereux. Liquidez-le. Je peux voir qu'il est en français. Il est maintenant disponible en français? Oui, il est maintenant disponible en français. C'est récent, cela? Ou... Oui, ça vient de sortir. La version française est un petit peu plus chère, mais ça vaut la peine de avoir des voix et tout. OK, bien, je veux voir de quoi ça a l'air. Comment ça marche? C'est un jeu militaire, si on veut. On a des unités que l'on peut tous déplacer en même temps, qui vont découvrir le terrain au fur et à mesure. On voit que l'écran est un peu noir. Et au fur et à mesure que j'avance, on découvre qu'est-ce qu'il y a. Et il y a les ennemis qui sont cachés un peu partout, qui nous font des guet-apens, ils essaient de nous traquer. La partie noire, c'est la partie que tu n'as pas encore visitée. Qu'on n'a pas encore visitée, parce que ça serait un peu plate de tout voir tout le terrain tout de suite, ça serait pas réaliste. J'avance. Dans cette mission-là, je dois aller assassiner un des personnages qui nuit à la confrérie. Alors, que de violence, que de violence. Oui, mais c'est pas de la violence gratuite ici quand même. C'est une violence assez intelligente. On doit gérer les commandos. On a des bases aussi, comme je vais vous montrer un peu plus tard. Est-ce qu'on peut tout de suite aller à la prochaine étape puis voir un peu plus loin de quoi en 2 minutes c'est quoi aurait l'air la partie plus avancée du jeu? Là, présentement, tu es en train de déplacer un module de contrôle ou c'est quoi, c'est un ennemi? Ça, c'est ma base à moi. Le petit module qu'on voyait, c'était un moissonneur qui permet d'aller chercher, ça, c'est des ressources dans le jeu. C'est le Tiberium. Et ce qui me permet d'avoir des crédits pour acheter des nouvelles unités, etc. Le déroulement, c'est ce qu'on appelle en anglais le scroll, le déroulement vertical et horizontal semble assez rapide. Oui. Ça, c'est mon commando. Et là, je vais demander d'aller attaquer une des tourelles ennemies. On va voir, ils vont tous se déplacer en même temps. J'ai des lance-roquettes, j'ai des grenadiers. Bon, là, ils viennent de se faire tuer. Puis c'est l'ordinateur qui contrôle la position. Oui. Mais on peut jouer contre quelqu'un d'autre par modem aussi. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un ordinateur particulier? Est-ce qu'on peut jouer avec une version qui serait sur Macintosh avec une version PC? Non, ça prend seulement la version PC parce qu'il n'y a pas de version Macintosh. On peut jouer par modem, réseau ou câble uplink, c'est-à-dire direct. Quand est-ce qu'on gagne la partie à fini quand? Quand on détruit la base ennemie ou des fois qu'on va répondre aux objectifs de chaque mission. Est-ce que ça peut être quelque chose qui dure bien longtemps? Oui, surtout si on peut jouer par modem. Après, on peut jouer un nombre infini de fois contre quelqu'un la même partie parce que ça change tout le temps. On peut même des fois un peu plus technique, aller capturer des bases. On voit en bas à gauche, j'ai mes ingénieurs qui vont aller capturer des bases. Ça évite des fois de trop détruire, donc c'est pas si violent que ça des fois. Ouais, ils viennent capturer une base, donner des régions. Le son qui sort du jeu, c'est une son qui passe par la carte de son qui est dans l'ordinateur? Non, c'est le track de CD audio, ça. C'est directement la musique CD. Là. Donc c'est la qualité de musique aussi bonne que ce que j'aurais quand j'écoute mes musiques, de musique chez moi? Oui, tout à fait. Wow. Donc, je dois détruire une base, le dernier morceau. Des fois, normalement, je gagnerais ici. Oui, mais je te remercie beaucoup, François. Ça donne le goût de changer les idées un petit peu. J'espère que les gens ont apprécié. C'était le jeu qui était en première position cette semaine. On se retrouvera avec François à la prochaine émission où on fera ensemble le test des manettes de jeu. Vous savez comme moi, si vous avez fait le tour un peu des magasins, qu'il existe plusieurs types de manettes de jeu différentes, mais on pourrait regarder ensemble ce qui est disponible. Puis il y en a d'ailleurs une toute nouvelle qui vient de sortir, fait qu'on pourra regarder ça ensemble. Fait que je vous retrouve à la prochaine capsule. Merci beaucoup. On en est finalement rendu à la capsule Internet. Vous avez tout le monde entendu parler de l'Internet. Je constate qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas vraiment c'est quoi l'Internet. J'ai avec moi Olivier Bouchard, qui est technicien qui s'occupe du support technique chez un des fournisseurs d'Internet à Québec, qui est là pour nous parler un peu de ce qu'on a besoin pour communiquer sur l'Internet, puis de qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information sur ce réseau-là. Bonjour Olivier. Bonjour. J'aimerais que tu nous mettes un peu dans l'idée, c'est quoi exactement Internet? C'est quoi précisément? OK. Précisément, disons, dans la mesure du possible, l'Internet, en fait, c'est, comme on l'appelle souvent, c'est un réseau d'ordinateurs. Bon, un réseau d'ordinateurs, pour expliquer rapidement, vous avez probablement ça au bureau, admettons. Vous avez 15 ordinateurs qui sont reliés entre eux, avec ensuite une imprimante. L'Internet, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'être à l'échelle d'un bureau ou d'une salle de classe, ça va être carrément à l'échelle mondiale. Alors à ce niveau-là, donc, ça veut dire que c'est des ordinateurs qui, un peu partout au travers du monde, sont reliés en réseau de façon constante. C'est pas limité au Québec. Exactement, c'est international, vraiment. Ça appartient-tu à quelqu'un, ce réseau-là? Non, l'Internet, dû au fait justement que c'est plusieurs petits réseaux qui sont interconnectés entre eux, à ce moment-là, évidemment, vous réalisez que ça ne peut pas appartenir à une seule personne. Pour se brancher sur ces réseaux-là, moi, je suis chez moi, j'ai un ordinateur.
quelle sorte d'ordinateur, en fait, quelle est la caractéristique de mon ordinateur que je dois avoir pour communiquer sur ce réseau-là? OK. En premier lieu, votre ordinateur doit être quand même relativement puissant. Vous allez d'abord, bon, si on prend du côté du PC, vous allez avoir besoin d'un ordinateur qui va rouler le système d'exploitation Windows ou Windows 95 ou OS 2. Cette machine-là devra impérativement avoir un processeur qui sera au moins un 386 SX avec 4 MB de RAM et puis, si possible, un disque dur de 40 mégaoctets. Vous allez ensuite, bon, maintenant, pour être à l'aise, vous pouvez compter sur un ordinateur qui aura un processeur, un 386 DX avec 8 MB de RAM et un disque dur de 80 MB. Ça, c'est pour ce qui est de l'ordinateur. Maintenant, concernant les logiciels, parce que sans logiciel, avec mon ordinateur, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a certains logiciels que je dois acheter ou qui peuvent m'être fournis par des gens? Les logiciels, disons simplement que lorsque vous faites affaire avec un fournisseur de services Internet, dont on va parler tantôt, sont supposés d'habituellement pouvoir vous fournir les logiciels en question. Vous avez besoin d'abord d'un logiciel qui vous permettra, par le biais d'un modem, de rentrer en connexion avec le fournisseur Internet, et puis ensuite d'autres logiciels qui vous permettront d'utiliser... Qu'est-ce qu'un modem? Un modem. Le modem, c'est pour l'ordinateur un peu ce que le téléphone est pour vous. OK? C'est simplement, bon, c'est ça, une petite boîte ou une carte qui va vous permettre de transmettre des données par le biais des lignes téléphoniques à un autre ordinateur. Okay. Un modem, pour l'Internet, devrait être capable de supporter un débit minimal de 9600 bauds. Alors, c'est ça qu'on entend, les 14400, les 28800, qui sont des modems plus rapides, plus performants? Exactement. Plus le nombre est élevé, plus le modem est rapide. Mais le minimum est de 9600 bauds. Nous, ici, on a un 14400 bauds. C'est présentement la norme. Et puis, on peut dire, si vous pouvez investir pour un 28800 bauds, surtout n'hésitez pas. Avant d'aller faire le tour sur le réseau en tant que tel, tu m'as mentionné qu'après avoir eu mon logiciel et mon ordinateur, je dois faire affaire avec un fournisseur de services. Exactement. Qu'est-ce que fait ce fournisseur de services-là pour me brancher sur l'Internet? Bien, le fournisseur de services Internet, c'est votre point d'accès à l'Internet. On a parlé tantôt d'ordinateur branché en réseau. Pour vous brancher à un réseau, ça vous prend d'abord un ordinateur qui y est déjà branché. Le fournisseur de services Internet, lui, c'est ça, c'est une entreprise qui a des ordinateurs qui sont branchés en continu 24 heures sur 24 sur l'Internet. Ça, c'est des entreprises qu'on peut accéder localement? C'est ça. Eux nous fournissent un numéro de téléphone? Exactement, auquel vous pouvez vous contacter, auquel il y a des modems qui vont répondre. Puis à ce moment-là, vous avez qu'à vous connecter avec un nom et un mot de passe. Est-ce qu'il y en a plusieurs de ces compagnies-là qui offrent à la population de Québec le lien? On va en compter une douzaine approximativement présentement à Québec, en plus bien sûr de l'Université Laval qui offre le service à ses étudiants. OK. Les prix vont varier, disons, entre 25 et 40 $ par mois, tout dépendant du temps que vous avez qui est offert en ligne. Contrairement d'ailleurs à une erreur qu'on avait faite la semaine passée, on avait mentionné 1 $ la minute, ce qui est totalement faux. Généralement, on peut dire que ces services-là coûtent environ 1 $ de l'heure. Approximativement, oui. Ça, c'est pour les tarifs supplémentaires. Parfois même pour le bloc d'heure initial qui est compris dans le contrat. Ça va parfois même descendre en bas de 1 $ de l'heure. Concernant le lien physique, maintenant qu'on sait qu'on peut communiquer avec certaines de ces compagnies-là, qu'est-ce que je peux retrouver sur ce réseau-là? Une fois que je suis branché, une fois que j'ai payé à un de mes fournisseurs un lien, je téléphone, qu'est-ce que je peux faire? En premier lieu, les deux outils de base, c'est le courrier électronique et puis ce qu'on appelle aussi les groupes de discussion, les nouvelles, les Usenet. Le courrier électronique d'abord. C'est un peu comme le courrier que vous échangez par tous les jours par Poste Canada. Sauf que là, ce que vous allez faire, c'est simplement, bon, sur votre ordinateur, vous allez écrire un message, vous allez pouvoir l'envoyer à un autre individu qui est quelque part sur l'Internet, en autant que vous ayez son adresse Internet. Chaque personne qui se branche sur le réseau, on lui donne normalement une adresse qui est sa propre adresse à lui. Oui. C'est là où on retrouve le A commercial dans le milieu du nom, si je me souviens bien. Un exemple d'adresse pourrait être quoi? Toi, ton adresse, par exemple, si tu veux la divulguer, ça serait quoi? Ça pourrait être Olivier Bouchard, Olivier Bouchard, A commercial, qbc.clic.net. C'est le type de langage qui est utilisé pour les adresses. C'est ça. À ce moment-là, ça présente en fait le nom de l'usager sur le système, A commercial, le nom de domaine du système. Des compagnies peuvent avoir des adresses aussi? Exactement. Justement, si je me souviens bien, j'ai des gens qui ont communiqué sur le réseau et qui peuvent faire affaire avec des compagnies comme Apple, des fournisseurs de pièces, des fournisseurs de jeux qui ont généralement de plus en plus une adresse auquel on peut
envoyer un message pour poser des questions. OK, c'est exactement ça. Bon, pour abréger un peu sur le sujet, disons qu'aussi on va retrouver de plus en plus les réseaux de télévision qui consultent par le biais de ça, entre autres, l'Ombudsman à Radio-Canada. Est-ce qu'on peut envoyer des fichiers aussi? Oui, très important. Vous pouvez, tout comme vous pouvez le faire par la poste, y attacher un paquet, un fichier qui sera à ce moment-là une image, un son, une application, peu importe. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil de la façon qu'on peut faire ce genre de consultation-là? Tu m'avais parlé tout à l'heure d'un autre outil qu'on pouvait consulter, les FTP. J'ai entendu parler de ça. C'est quoi? Oui, on va d'abord regarder le premier outil qui est venu en premier, qui est l'outil Telnet. OK? C'était un outil qui est, comment je pourrais dire, le mode terminal. Ça consistait à ce moment-là à contrôler à distance un ordinateur. Ce qu'on voit ici, l'exemple qu'on voit ici, c'est à l'Université Laval, c'est l'ordinateur, c'est le répertoire Ariane de l'Université Laval, de la bibliothèque de l'Université Laval. Ça permettrait quoi, ça? Pour les gens qui ont déjà été à l'Université Laval, ils remarqueront, bon, il y a des terminaux de recherche. On arrive, bon, vous voyez, c'est des recherches dans Ariane. Alors, vous allez voir, bon, le type de recherche. On a ici une recherche par sujet. On va rentrer, on va taper, par exemple, Internet. Oui. On fait un retour de chariot, puis à ce moment-là, à distance, on peut voir toutes les notices qui sont disponibles dans la bibliothèque de l'Université Laval. Spécifique à l'Université Laval. Exactement. Ça, c'est un exemple, donc, de contrôle à distance d'un ordinateur. Pour marquer, c'est limité au mode texte, OK. pour éviter que ça prenne trop de bande passante. Maintenant, on va aussi avoir ce dont tu as parlé, le FTP, qui est en fait un outil qui sert au transfert de fichiers. OK? Donc, c'est uniquement ici une question de se connecter par FTP à un autre ordinateur, de dire « je veux ce fichier-là », puis ensuite le fichier va se transférer sur votre ordinateur. C'est un autre des modules du kit qu'on reçoit chez notre fournisseur. Exactement. On va aussi retrouver qui ressemble au FTP, qui marche sur le même principe, le Gopher, où à ce moment-là, effectivement, vous vous connectez encore une fois sur l'ordinateur, sauf qu'au lieu, comment je dirais, de transférer un fichier, à ce moment-là, vous consultez des textes. Un très bon exemple de Gopher sera encore par l'Université Laval, consulter le répertoire des cours qui se donnent à l'Université Laval. Vous, simplement, bon, vous dites sciences de l'administration, maths 101, puis là, ah, bon, bingo, voilà. Il y a un mot que toutes les gens utilisent et finalement, ça semble être le bébé de l'Internet, le web. Ah, le World Wide Web. C'est quoi ça? Il me semble, est-ce que tous les gens veulent l'utiliser? C'est-tu quelque chose qui est de base? C'est-tu quelque chose qu'on doit rajouter? C'est, comment je dirais, ça fonctionne, bon, encore une fois, c'est par le biais d'un logiciel que votre fournisseur d'accès Internet devrait normalement pouvoir vous fournir, que vous allez y accéder. Qu'est-ce que c'est que le World Wide Web? Ben, c'est un peu un nom, comment je dirais, un nom commercial, un nom marketing qu'on a donné à un outil qui, à la base, était appelé hypertexte. On peut en avoir un très bon exemple ici à l'écran. Oui. Vous avez, ça se présente toujours sous la forme, OK, d'une page. Présentement, je suis en communication par ligne téléphonique avec un des fournisseurs. Exactement. Et c'est la page que je vois apparaître À l'écran lorsque vous chargez le logiciel. Alors ici, par le biais du logiciel Internet Explorer de Microsoft, on peut voir, bon, la page de ClickNet Télécommunications. À ce moment-là, bon, vous voyez, ça a toutes les caractéristiques d'une page d'un logiciel de mise en page, c'est-à-dire, bon, des dessins, du formatage, un peu tout ça. Vous allez remarquer, par contre, certaines particularités. Tout d'abord, bon, il y a des images, et puis aussi, ici, la rue Saint-Jean virtuelle, qui est soulignée. C'est ce qu'on appelle les portions hypertextes. Alors, si j'amène le curseur, on voit qu'il se transforme en doigt, tout comme ici. Okay. Qu'est-ce que c'est le résultat? C'est que c'est des portions actives, ce sont des renvois automatiques. Vous dites « Bienvenue sur la rue Saint-Jean ». Ah, voilà, on clique là-dessus, puis automatiquement, ça nous renvoie à la rue Saint-Jean. Qui est une autre page, une autre série de pages qui sont destinées à faire connaître la rue Saint-Jean aux gens de l'extérieur de la ville de Québec. Je vois présentement que je suis en train d'attendre. Le logiciel travaille et qu'est-ce qu'il fait présentement? Présentement, il est en train d'aller chercher. Bon, vous voyez l'image qui est là, elle est sur un serveur, bon, plus exactement sur le serveur de ClickNet, mais le temps, ça prend quand même un certain temps avant qu'elle arrive ici sur notre ordinateur à nous. Donc, c'est à ce niveau-là, dans les délais d'attente, qu'on va voir la différence entre un modem 9600 baud, un 14400 baud comme on a présentement, ou encore un 28800 baud. OK? Et semblerait-il qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances de programmation ou des connaissances techniques pour consulter le web. C'est ce qui en fait sa popularité. Non, effectivement. Le gros avantage du web, c'est comme vous le voyez, ça se présente sous forme de page. Vous vous promenez dessus et puis il n'y a pas de problème. C'est simplement en vous promenant, en cliquant. Et puis là, où est-ce que ça se transforme en doigt, ça signifie que, c'est un lien vers ce qui est écrit. Bon, là, vous devez au moins savoir lire, mais ça, habituellement, c'est pas trop un problème. Donc, quand c'est souligné, c'est généralement quelque chose qu'on peut consulter, qui est une sous-division ou un Exactement. accès. Ou encore, lorsque vous amenez sur une image et puis vous voyez le curseur se transformer en doigt, tout simplement. Est-ce que tu aurais d'autres exemples de choses qu'on peut consulter en 1 minute, peut-être, pour voir ce qui est disponible? Pour y aller très rapidement, bon, quand on connaît les adresses par cœur, on peut faire ce que je fais ici, c'est-à-dire un raccourci. Oui. On pourrait, par exemple, aller prendre le site Yahoo. Oui.
Alors, tu tapes présentement l'adresse qui va prendre. OK, ça va souvent être le nom du serveur en tant que tel, plus, bon, ainsi de suite, le nom de la compagnie en tant que tel. OK. Le site Yahoo a un très bel intérêt, c'est que c'est un site de recherche. Malgré le fait qu'on ne puisse pas dire exactement tout ce qu'il y a sur l'Internet, il y a des sites de recherche comme Yahoo qui vont dire, bon, ben nous, on fait un répertoire dans lequel on va pouvoir chercher par ordre de sujet. Alors, on voit ici Art, Business, Computer and Internet. Si je cherche des informations sur une compagnie en particulier, je pourrais marquer le nom de la compagnie, puis j'aurais des chances de me ramasser avec des adresses? Exactement. On le voit ici. Bon, je ne sais pas, tu cherches des informations sur quelle compagnie? Pour le moment, je ne pense pas qu'on ait vraiment le temps d'y aller. On aurait pu marquer, par exemple, Softimage. Je vais le partir pendant qu'on va parler un peu de ce qui est disponible au niveau des lectures. Voilà. Alors, pendant que l'ordinateur, quelque part dans le monde, fait une recherche, tu vas me parler de ce qui est disponible rapidement au niveau des lectures. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de lire? Parce qu'il y en a un paquet de choses sur l'Internet. Qu'est-ce qu'on peut lire? Je dirais d'abord un très bon livre qui a été créé par un bon monsieur Danny Soyer, qui est responsable à l'Université Laval, qui se nomme Le Guide de l'internaute. C'est disponible dans les magasins informatiques. C'est ça, disponible dans tous les magasins, en 2 volumes, sur les notions de base et les notions avancées. Oui. Puis on peut aussi retrouver le très bon petit feuillet qui a été créé par Québec Science, oui. Le Guide de l'Internet, qui est disponible dans tous les kiosques et revues à ce moment-là au sujet. Je te remercie beaucoup. On voit ici qu'on pourrait consulter plusieurs informations qui ont par rapport à Softimage. Il y en a quelques-unes qui sont sorties. Je te remercie d'avoir participé. J'espère que ça leur a pu donner aux gens une meilleure idée de ce qui est nécessaire, de ce qu'on peut faire sur l'Internet. C'est moi qui vous remercie. On est déjà rendu à la fin de l'émission. On a eu l'occasion ensemble de regarder c'était quoi plus précisément l'Internet. J'espère que ça vous aura éclairci un peu par rapport à ce qui est disponible sur ce genre de réseau-là et ce qui est nécessaire pour s'y brancher. On s'est amusé aussi un petit peu avec François. On a regardé un peu au niveau des jeux qu'est-ce qui est à jour. On aura l'occasion la semaine prochaine avec François de regarder plus en détail au niveau des jeux. Qu'est-ce qu'on aura à traiter ensemble? La semaine prochaine, on va s'attarder surtout aux manettes de jeu, les joysticks. On va pouvoir voir qu'il y a différents modèles et que les échelles de prix varient énormément. On peut passer de 25 à 125 pour une seule manette. Claude, au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on aura à tester ensemble la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va regarder ensemble comment installer un périphérique dans un micro-ordinateur. Et si le temps nous le permet, on ira jusqu'à peut-être brancher 2 micro-ordinateurs en réseau. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable par monsieur tout le monde ou si c'est quelque chose qui est très complexe? C'est pas complexe, c'est pas dispendieux. On peut parler d'à peu près en bas de 200 $. Fait que je pourrais comme ça relier mon portatif avec mon ordinateur Pentium et pouvoir transférer facilement des données d'un ordinateur à l'autre. Plus que ça, tu vas être capable de travailler sur un avec des données dans l'autre. Oh! Une chose que je tiens à vous mentionner pour ceux qui seraient se joints à nous au milieu de l'émission, la première diffusion de Micro-Info a lieu le vendredi à 20h. Et en rediffusion à tous les jours de la semaine, on va d'ailleurs vous afficher à la fin de l'émission l'horaire pour que vous puissiez consulter l'émission selon les disponibilités. On a aussi une adresse Internet à laquelle vous pouvez nous envoyer des messages. On a reçu justement un message qui est, à mon avis, d'intérêt général. Et j'aimerais peut-être vous parler un peu plus et répondre à cette question-là. La question qui était posée, c'est une personne qui a chez elle 2 ordinateurs et qui ne comprend pas que son ordinateur qui a le chiffre le plus élevé en mégahertz va avoir une performance moins élevée que son Pentium qu'elle vient d'acheter. C'est pas évident à expliquer, mais grosso modo, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les mégahertz sont des valeurs qu'on peut comparer seulement que si on compare le même processeur. Donc, je vais comparer un Pentium 60 avec un Pentium 75, et le Pentium 75 sera plus rapide qu'un Pentium 60. Si cependant j'ai un 486 DX4 100 MHz, même si j'ai des 100 MHz, ça ne veut pas dire que le 486 va être plus rapide que le Pentium. Il faut vraiment faire attention quand on vous demande quelle sorte d'ordinateur vous avez chez vous. Ce qui est important en premier, c'est le type de processeur au niveau du PC et ensuite le nombre de mégahertz si on veut comparer 2 types de processeurs identiques. Il faut faire attention aussi, c'est pas parce qu'un ordinateur, un 486 DX2 66, qu'on aura 2 fois la performance d'un DX33.
J'espère que ça répond un peu à la question. Il faut vraiment faire attention. Le chiffre mégahertz, c'est à prendre un peu avec le grain de sel. C'est pas comme des chevaux vapeur dans une voiture qui peut servir de comparaison d'un ordinateur à l'autre. Il y a d'autres outils qui sont plus précis, comme par exemple les MIPS, qui donnent une meilleure idée de la vitesse de processeur, et aussi les tests qui sont faits dans les revues, qui, eux, tiennent compte de plusieurs facteurs, comme la vitesse d'affichage, la vitesse de la mémoire, la vitesse du bus de données, ainsi que de la vitesse du disque rigide, qui donnent une meilleure idée de la performance au niveau des disques. Je veux juste faire une conclusion en vous suggérant peut-être une lecture. Si ça vous tente d'en connaître un peu plus dans le domaine de l'informatique, plutôt au domaine du multimédia, il y a une revue qui s'appelle Multimedia World. C'est une revue qui est en anglais, malheureusement, mais qui donne pas mal de renseignements par rapport à tout ce qui est disponible en fait de périphériques pour faire du montage vidéo ou des cartes graphiques qu'on peut rajouter dans notre ordinateur. Et rapidement, François, parle-moi donc de la revue que tu consultes régulièrement. La revue Joystick, c'est une revue française. On l'a quand même un mois ici en retard, mais c'est une très bonne revue, est à jour. Et maintenant, il y a un CD-ROM avec des démos de jeux inclus dedans. Je te remercie beaucoup. Alors, je vous invite à être là à la semaine prochaine.